Bonsoir à toutes et à tous. Merci Cassandre. Bienvenue dans ce cours gratuit. Donc ce soir, Cassandre va nous parler des attendus des épreuves de français donc du CRPE 2024, en sachant que bien sûr ça vaut aussi pour les personnes qui seraient là ce soir qui passeraient le CRPE en 2023. D'ailleurs, si vous pouviez nous dire dans le chat en quelle année vous passez le concours, sur quelle académie, pareil, où vous le passez. Bonsoir Laurie. On a déjà échangé ce matin. Laurie vient tout juste de nous rejoindre, donc elle fait partie officiellement de nos élèves. Je crois reconnaître aussi Blandine qui échange avec mon collègue Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais laisser la parole donc à Cassandre qui est spécialisée en maternelle, membre du jury sur l'Académie de Versailles et qui est conseillère pédagogique et qui va tout vous raconter du coup sur ces fameuses épreuves de français. Merci Mélina, bonsoir, bonsoir à tous. Alors je regarde du coup les réponses. Certains d'entre vous le passent l'année prochaine, d'autres sont inscrits cette année dans différentes académies. Euh, D'autres, c'est un projet, Laura, je vois 2026 si vous ne vous êtes pas trompé. C'est bien, vous vous laissez le temps du travail, de la révision, de la préparation. Donc voilà, écoutez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Oui, donc je vois que c'est plutôt du 2023 et du 2024. Donc du 2023, j'espère que mes conseils vous seront utiles euh, pour cette année. Et puis 2024, ça va vous permettre, si vous vous inscrivez donc l'année prochaine ou plus tard, eh bien de vraiment, dès maintenant, vous mettre en condition pour ce qui est du français au CRPE. Donc, je vous présente le sommaire de ce temps de formation. Je vais faire un bref rappel des épreuves. Et puis, c'est bien évidemment l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir les attendus, euh, quelle préparation il faut envisager, ce que nous on propose chez Vocation CRPE, et puis quelques conseils à la fin de ce temps pour à garder en tête. Alors pour ceux qui le passent en 2023, c'est plutôt bien. Vous les avez peut-être entendus si vous êtes chez nous déjà. Voilà, je vous ferai quelques rappels. Alors, d'une manière générale, le CRPE, c'est le concours pour devenir professeur des écoles. Il y a trois épreuves écrites d'admissibilité, une de français, COEF 1 d'une durée de 3 heures, une de mathématiques, également COEF 1 d'une durée de 3 heures, et une épreuve d'application. Vous devez choisir la matière dans laquelle vous allez passer cette épreuve entre sciences, histoire géo, EMC et les arts. Et vous avez également deux épreuves d'admission, donc c'est les oraux, l'épreuve de leçon dont je vous parlerai aujourd'hui également. L'épreuve d'entretien, donc l'épreuve de leçon, on vous demande de préparer deux leçons, une en français et une en mathématiques à partir d'un dossier, une épreuve d'entretien au cours de laquelle on vous pose des questions sur l'éducation physique et sportive et ainsi que sur vos motivations et votre capacité à vous projeter dans le métier à partir de certaines questions sur la déontologie et autres éléments. Et enfin, une épreuve optionnelle d'anglais, d'allemand, d'espagnol ou d'italien, qui est quand même COEF 2. Donc, si on a quelques notions, ça vaut toujours le coup de s'inscrire puisqu'on ne vous retient que les points supérieurs à la moyenne. Bien évidemment, pour tous ces cours, hein, nous avons des cours en live ou en vidéo, des euros blancs en condition pour ces épreuves orales. Donc ça, c'était pour un bref rappel des épreuves. On va rentrer vraiment dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est le français au CRPE. Donc du français, vous allez en avoir de deux manières différentes. Une partie, donc ce qui concerne l'épreuve d'admissibilité. Donc il faut réussir vos épreuves d'admissibilité pour aller aux oraux, c'est-à-dire aux épreuves d'admission. Donc là, on est sur une épreuve de 3 heures, coefficient 1, avec donc trois parties. Une partie en français dédiée à l'étude de la langue, d'une manière générale, mais je vais rentrer dans le détail par la suite. Une seconde partie réservée au lexique et une troisième partie plutôt en lien avec la compréhension et l'expression écrite. Et enfin, le français, on va en parler également pour l'épreuve d'admission parce qu'il il est important de s'y préparer en amont, parce qu'elle est coefficient 4. Il n'est pas possible d'attendre
vos résultats à l'admissibilité pour vous mettre à travailler cette épreuve parce qu'elle est très spécifique puisqu'on vous demande vraiment de construire une leçon de français à partir d'un dossier de documents. Alors voilà un exemple. Alors là, j'ai pris le sujet du groupement 3. Donc systématiquement, hein, dans tous les sujets, on part d'un texte. Donc là, c'était un texte de Jean-Paul Sartre, issu de son ouvrage qui s'appelle Les mots. Donc, vous voyez, vous avez un extrait de cet ouvrage. Et à partir de cet extrait, vous avez 3 questionnements, 3 parties sur lesquelles vous allez devoir répondre. Une première partie qui est dédiée à l'étude de la langue. Donc là, hein, vous voyez, vous avez les exemples concrets de questions que vous pouvez observer directement. Une épreuve de lexique, donc c'est le vocabulaire. Et puis, la fameuse épreuve de réflexion. Ici, on demandait aux candidats de répondre à la question, de partir d'une citation du texte de Jean-Paul Sartre. La bibliothèque, c'était le monde pris dans un miroir. Donc voilà, puisque dans son texte, il parle de sa découverte des mots de la littérature et de ce que ça lui procure. Donc voilà, on vous demande de proposer une réflexion structurée et argumentée. Les objectifs, alors dans un premier temps, de l'épreuve 1 et 2, enfin de la partie 1 et 2, qu'on appelle l'épreuve de langue, c'est vraiment de vérifier l'acquisition de vos connaissances fondamentales sur la langue française. Voilà, là, le législateur, avec ce concours, souhaite recruter des enseignants qui connaissent le français, qui savent l'écrire, qui savent les connaissances, qui ont les compétences de base en langue française, donc en étude de la langue et en lexique et compréhension lexicale. Les thématiques de cette épreuve de langue, elles sont d'ordre, voilà, en permanence, on a des questions grammaticales, donc il faut bien connaître la nature, la fonction des mots, les groupes de mots, les propositions, etc., tout ce qu'il y a de noté sur cette slide. Des questions sur le lexique, donc là, il faut connaître comment sont formés les mots, les familles de mots, les synonymes, les antonymes, la polysémie, etc., toutes ces notions autour du lexique. Vous pouvez parfois aussi avoir des questions sur la ponctuation, donc il ne faut pas mettre ça de côté, il faut penser à réviser les notions de ponctuation. Et enfin, une question d'analyse, des questions aussi d'analyse de procédés littéraires, stylistiques, ce que l'auteur a voulu dire en utilisant tel procédé littéraire. Donc voilà, ça c'est d'une manière générale les questions que vous pouvez trouver dans la partie 1 et 2 du CRPE. Ce qui veut dire que ça vous amène à devoir vous préparer. Pour le coup, il faut réviser tout ce qui est en lien au programme de seconde et de première pour certains éléments. Donc là, vous avez tous les points qui sont à travailler. Vous voyez, j'ai mis 3 petits points à la fin parce que voilà, c'est pas nécessairement complètement exhaustif. Bien évidemment, on peut toujours tomber sur d'autres éléments. Mais bon, voilà, je peux vous dire que là, vous avez d'une manière générale les éléments qu'il faut travailler. Les conseils pour ces 2 premières parties, donc la partie étude de la langue et la partie lexicale, des conseils comme ça en fait, je vous invite vraiment à regarder des rapports de jury. Vous tapez rapport de jury. Ça, c'est, je donne régulièrement ce conseil-là. Des rapports de jury en général, mais surtout des rapports de jury de votre académie. Vous tapez rapport de jury, CRPE, Académie de Lyon, et vous allez les trouver, hein. Ils sont accessibles sur différentes plateformes. Je crois que vous pouvez les trouver notamment sur les plateformes des sites organisateurs du CRPE. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il faut absolument organiser correctement vos copies. Elles doivent être bien écrites. Les jurys sont toujours de mauvaise humeur, pour être jury moi-même, quand on a voilà, une copie qui est mal écrite. Alors, encore pire si elle est mal orthographiée, ça c'est sûr, mais en tout cas, il faut faire des efforts dans votre écriture. Et je vous dis ça parce que si vous le passez bientôt, eh bien, je vous invite à vous obliger à écrire le maximum dans votre vie de tous les jours pour ne pas, voilà, pour avoir l'habitude d'écrire, que votre poignet
ne prennent pas feu au bout d'une ou deux pages parce qu'en général, les copies du CRPE, moi que je corrige, il peut y avoir 2 copies doubles facilement, donc ça peut fatiguer hein, le poignet et c'est dommage d'être handicapé par cela. Alors, on nous demande lors de l'examen, les copies doubles sont fournies ou devant nous? Non, tout est fourni, bien sûr, Marie. À partir du moment où on passe un examen, d'une manière générale, pour éviter la fraude, on donne des copies aux candidats, des copies qui sont vérifiées, labellisées par les organisateurs du concours. Je vous en prie, Marie. Euh, donc, il faut même faire attention à des petites choses hein, comme les accents, les points sur les i, les trémas. Voilà, il est très important de faire attention à ces petites choses-là. Une copie bien écrite et même essayer d'écrire comme si voilà, vous vous projetez en tant qu'enseignante, vous allez enseignante, vous allez devoir écrire au tableau. Donc, montrer, alors bien évidemment, on n'attend pas une écriture aussi belle que ce qu'on doit faire pour les élèves, parce que vous devez écrire rapidement, etc. Mais quand même, on doit comprendre que vous vous positionnez déjà comme un futur enseignant. Alors, évidemment, pour ce qui est des attendus, hein, de l'épreuve 3 maintenant, donc la partie 3, donc la partie autour de la question littéraire, là, il est important d'être capable d'analyser un texte. Ce qui veut dire que il faut vous entraîner à l'analyse de récits, les situations d'énonciation, connaître les différents points de vue, toutes les idées autour des différents types de discours. Il ne faut surtout pas faire l'impasse sur les textes poétiques, puisque dans pas mal d'académies, on a retrouvé des textes poétiques comme support sur cette épreuve. Donc, ne faites pas l'impasse hein, sur cela, ni sur le texte théâtral. Il est tout à fait possible de tomber sur un extrait d'œuvres de théâtre. Donc, évidemment, ça nécessite de connaître tout le vocabulaire et l'organisation de ce type d'écrit. Alors, ce qu'on a besoin de savoir également quand on passe le CRPE concernant cette partie 3, c'est qu'il faut, moi, ce que je vous conseille toujours, mais alors pour ceux qui ont déjà suivi nos cours, vous devez être au courant, on vous conseille quand même de réaliser les parties les unes après les autres. Je tombe régulièrement sur des candidats qui commencent par exemple par la partie 3. Moi, je déconseille parce que le fait de commencer à répondre aux questions de la partie 1 et 2, qui sont donc dévolues à l'étude de la langue et au lexique, eh bien, clairement, ça vous permet de rentrer dans le texte et de commencer à bien le comprendre, ce qui va vous permettre ensuite d'être plus performant sur cette partie 3 sur laquelle on vous demande, voilà, on vous demande de prendre des exemples issus du texte. Hein, on va revenir vite fait sur l'exemple là. On vous demande, votre réflexion structurée et argumentée s'appuiera sur le texte de Jean-Paul Sartre ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances. Donc, si vous avez répondu à toutes les questions en lien avec les parties 1 et 2, bien ça va vous aider obligatoirement à répondre à la partie 3. Il ne faut pas faire une copie par partie. Il n'y a pas de règle, Sarah. Moi, franchement, je n'aime pas donner de règles en termes de nombre de pages parce que vraiment, pour avoir corrigé plusieurs fois l'épreuve de français, parfois j'ai des candidats qui en mettent des louches et des louches, pensant bien faire. Et puis, c'est pas si bien que ça. Et au contraire, des candidats qui propose quelque chose d'assez succinct, mais c'est bien fait, ça va à l'essentiel et c'est tout à fait pertinent. Et des candidats donc, qui ont des bonnes notes alors qu'ils n'ont pas fait énormément de copies. Voilà ma réponse. Donc, je vous invite également à bien connaître pour cette partie, enfin à bien connaître, à avoir une idée générale des différents courants autour de l'histoire littéraire. Voilà, vous voyez par exemple ce que dit Jean-Paul Sartre là dans son texte concernant le fait que la littérature c'est un miroir de la vie en quelque sorte. Eh bien, il faut
on peut faire des références, par exemple, au siècle des Lumières, avec les débuts de l'encyclopédie. Enfin, voilà, il y a des liens à faire. Là, je ne vais pas faire la correction de ce sujet, mais c'est intéressant et pertinent de faire des liens, hein, et de connaître, bien évidemment, surtout la période, le courant dans lequel appartient l'auteur. Il ne faut pas faire une copie par partie. Non, ce n'était. Alors, je lis la question, hein, qu'on me pose. Séparer les parties sur différentes feuilles. Alors non, je vous. Alors faites attention. C'est une bonne question, Sarah. J'avais mal compris en effet. Faites attention parce qu'en fait, quand on est jury, on scanne, on a les jurys scannés. On ne les a pas en vrai. Et il faut faire attention, ou alors en tout cas, il faut bien indiquer au jury quand vous sautez une page ou quand vous ne finissez pas une feuille, vous notez juste en dessous suite de ma copie, page, numéro, et puis vous indiquez, il y a des numéros de page, il me semble. En tout cas, parce qu'on pourrait, si on ne fait pas attention, ne pas voir la fin de votre copie ou voilà, manquer une partie. Donc faites attention à ça, en tout cas, indiquer au jury pour faciliter. Il faut toujours penser à faciliter la lecture du jury. Ça le met vraiment dans de bonnes dispositions. Il n'y a pas de mots, Marie, qui sont attendus pour la partie 3. En général, ce que je vois, c'est 2 pages, 2, 3 pages pour répondre à cette partie 3. Alors, Élodie, franchement, je trouve que les thèmes, on me demande s'il y a des thèmes de prédilection. Je trouve vraiment que ça peut partir dans tout, dans toutes les parties, et vraiment pas du tout, du coup, nécessairement en lien avec l'éducation, hein. Là, c'était intéressant, le texte de Jean-Paul Sartre était en lien avec la littérature, mais il y a parfois des textes autour de la guerre, de l'amour, en effet, l'année dernière, j'avais eu un texte sur le lien intergénérationnel, je crois que c'était l'année dernière, donc entre les différentes générations, hein, les jeunes et nos aïeux. Vous voyez, vraiment, ça peut partir dans un peu tous les sens. Donc, ne pensez pas trop fonctionner comme ça en termes de révision. Donc, je vous invite vraiment à nourrir dès maintenant votre culture générale, votre culture littéraire, parce que c'est vrai que la différence vraiment se fait en termes d'être capable d'avoir de bonnes références. Faites très attention, vous voyez, le texte, par exemple, de Jean-Paul Sartre est très personnel. Il ne faut pas parler de vous. Il ne faut pas dire, bah, moi, quand j'étais petite, j'aimais lire, je me suis retrouvée tel auteur. Non, on ne parle pas de soi, on fait des références, on fait des liens avec d'autres auteurs, avec l'actualité également. Il est tout à fait possible de parler de l'actualité, mais j'ai parfois lu, moi, des copies qui étaient trop pauvres, où on fait des références avec des films de Disney. Alors, on peut faire des références avec des films liés au cinéma, hein, avec des films, mais voilà, faut un peu, faut montrer un petit peu une culture générale un peu intéressante et pertinente. Vous êtes de futurs enseignants. Donc, si vous le passez cette année, quand on le passe en un coup, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a tout à réviser et puis s'acculturer à tout ça, c'est difficile, mais on y arrive, surtout quand on est épaulé par l'équipe de Vocation CRPE. Mais si vous avez comme ça du temps, je vois l'année prochaine, ça vous laisse vraiment du temps, si vous ne vous mettez pas tout de suite là dans les révisions, même si je pense que vous pourriez réviser, à lire des ouvrages. Alors, si vous n'aimez pas trop lire, au moins des ouvrages qui récapitulent des courants, qui parlent des grands auteurs, et de vous faire des fiches là-dessus. Je regarde encore. Oui, c'est ça, il faut faire des sujets, hein. Il y a pas de, il y a pas de. D'une manière générale, Sarah, donc voilà, il faut faire des fiches, des exercices et s'entraîner à faire des sujets blancs. Alors, c'est vrai que chez Vocation CRPE, nous, on propose bien évidemment des copies, des concours blancs, pardon, qu'on vous corrige et sur lesquels donc, on vous guide pour vous améliorer. Donc voilà, il faut vraiment, si vous vous lancez dans ces révisions-là, je vous disais, hein, lisez les rapports de jury. Ils vont vraiment vous donner de bonnes indications sur ce qui est attendu et essayez si vous vous préparez seul, eh bien d'avoir des annales et de vous entraîner.
Alors, ce qui n'est pas évident quand on est seul, c'est vrai, c'est qu'on n'a pas on n'a personne pour nous corriger et pour nous dire, pour nous donner un retour. C'est donc difficile, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à une préparation comme la nôtre. Je regarde vos questions. Ah bah écoutez Alexandra, justement, on a fait des lives, je ne sais pas si Mélina les a en tête, on a fait et on va faire des lives de correction euh, intégrale, hein, du français et des mathématiques, des épreuves d'admissibilité de français et des mathématiques. Donc je pense que vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Exactement, je n'aurais pas mieux dit. Nous avons les types de live que Cassandre vient de mentionner disponibles sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à bien fouiller sur notre chaîne YouTube. Il y a énormément de ressources parce que tous les cours gratuits qu'on fait sont ensuite mis à disposition en rediffusion. Donc n'hésitez pas effectivement à fouiller. Il y a moyen que vous trouviez votre bonheur sur la chaîne YouTube. Alors, nos cours, hein, pour cette épreuve, comme je vous le disais, on accompagne nos candidats. On propose des cours en live. Alors, le français, c'est le jeudi soir, d'une manière générale. Euh, et donc, on forme les candidats en direct et comme ça, on peut répondre aux questions. Les candidats ont bien sûr accès au replay. Dans ces lives et dans ces replays, vous avez des apports, des mises à niveau, des entraînements, des retours sur les entraînements qu'on a. Par exemple, on peut donc on envoie les copies et puis on va faire une correction ensuite de ces concours blancs. On vous propose bien évidemment en permanence, moi je vois à la fin de mes cours, je vous pose toujours des conseils de révision et bien évidemment un accompagnement pédagogique, notamment par l'équipe encadrée par Lina, qui vous aide à vous y retrouver et à vous organiser durant cette année qui est intense. Alors, j'ai mis une slide avec des questions, mais c'est vrai que j'essaye d'y répondre au fur et à mesure. Je regarde s'il y en a d'autres. Je ne vois pas, n'hésitez pas, hein. Sinon, j'avance. Alors, donc, comme je vous le disais, le français, vous le retrouvez à l'admissibilité, donc vraiment pour connaître vos capacités à connaître la langue et à écrire euh, le français. Et ensuite, vous avez donc du français sur l'épreuve d'admission, donc les oraux. Cette épreuve, comme je vous disais, est coefficient 4. Alors, tout à l'heure, l'épreuve de français, je vous disais, elle dure 3 heures. Là, cette fois, vous allez être 2 heures en préparation avec un dossier qu'on va vous donner. Alors, dans ce dossier, vous allez avoir des documents pour préparer votre leçon de français et des documents pour préparer votre leçon de mathématiques. Et ensuite, une fois que vous avez fini cette préparation de 2 heures, vous allez vous retrouver devant le jury pendant 1 heure avec 30 minutes de présentation de votre leçon de français. Donc, ces 30 minutes sont partagées en deux, 15 minutes maximum, mais vous pouvez prendre moins pour présenter votre leçon où là, on ne vous coupe pas la parole et pour présenter votre séance d'apprentissage et ensuite 15 minutes d'échange avec le jury sur cette leçon de français et pareil pour les mathématiques. Alors, je vais vous présenter, Sarah, un exemple de sujet où vous verrez le type de document que vous allez pouvoir avoir. Justement, ce qu'il faut être capable de faire pour passer cette épreuve, c'est être capable, par exemple, d'analyser des supports d'élèves, des supports didactiques. Les supports didactiques, c'est par exemple des extraits de manuels d'enseignants et de faire des propositions pédagogiques. Il faut bien connaître les programmes et les attendus, même si quand même, en général, on vous donne des extraits des programmes. Vous ne devez pas connaître les programmes par cœur, de toute façon, c'est impossible, ils sont trop conséquents. Mais ce que je vous invite, c'est de connaître l'organisation générale des épreuves, les matières qu'on retrouve dans chaque cycle, puisqu'au cycle 1, on appelle le langage et pas le français, alors qu'au cycle 2 et au cycle 3, on dit le français. Vous voyez, il faut connaître ce genre de choses. Et en gros, il faut connaître ce qu'on attend d'un élève à la fin de chaque cycle, ce que chaque élève en fin de maternelle est censé avoir acquis à la fin en langage. Et pareil pour le cycle 2 et le cycle 3 en français. Mais pas dans le détail, mais en tout cas le plus possible.
Il faut être capable également de connaître le lexique autour de cette épreuve. Euh, il faut savoir que la façon de vous exprimer auprès du jury va vraiment compter. C'est vrai que si vous êtes capable de placer des mots qui sont en lien avec le fait de créer une séance, avec le monde éducatif, eh bien vraiment, ça le mettra dans une bonne disposition, comme je le dis souvent. Euh, et donc, voilà, le lexique de type les étayages, les prérequis, la consigne, le nom des différentes étapes d'une séance, et bien évidemment, ça va être un plus pour vous. Et il faut être capable de justifier ses choix. Moi, je vais bientôt, justement, là, chez Vocation CRPE, on fait des entraînements sur les oraux, euh, donc au cours duquel les candidats nous présentent une séance et ensuite on les interroge comme s'ils étaient au concours. Je dis souvent que il ne faut pas se sentir agressé ni déprimé quand le jury a l'air de vous poser des questions qui sembleraient penser que vous vous êtes trompé dans ce que vous avez proposé, parce que clairement, cette épreuve, on sait que vous n'êtes pas enseignant, que peut-être vous n'êtes jamais rentré dans une classe à part depuis que vous avez été élève. Donc, on sait bien que vous n'êtes pas des professionnels de la conception d'une séance. D'ailleurs, vous savez, moi, j'accompagne des enseignants débutants sur le terrain qui ont 1 an, 2 ans, parfois 3 ans d'ancienneté, et ils ne produisent pas encore des séances parfaites. Donc, il faut juste être capable de justifier ses choix. Il ne faut pas dire qu'il faut bien connaître quand même la base de tout cela, mais il n'y a pas une séance type, en fait, par rapport au dossier qu'on vous donne. Donc, il faut être capable d'expliquer pourquoi vous avez choisi de proposer telle ou telle séance aux élèves. Et en particulier, je vous invite à vous appuyer vraiment sur les documents que je vais vous présenter tout à l'heure, juste après, parce que parfois, j'ai des candidats qui eh bien, n'utilisent pas du tout les documents qui ont été apportés parce que ils ont connaissance d'autres modalités de travail, d'autres exemples. Et là, attention, si on vous donne des documents, il faut vous en servir d'une manière ou d'une autre, même si c'est un petit peu, il faut vous en servir et pourquoi pas même y faire référence dans votre présentation. Alors, vous voyez, là, c'est un exemple de sujet possible voilà, que je vous présente. Vous avez, on vous demande de construire la séance 2 euh, dont l'objectif est d'arriver à dissocier les syllabes et à compter le nombre de syllabes de chaque mot. Donc, on vous dit que cette séance, elle est inscrite dans une séquence d'apprentissage et on vous dit le contexte en moyenne section, période 1 ou 2. Et on vous donne également ce qui a été fait en séance 1. Donc voilà, ça c'est le contexte. Il y a toujours un contexte plus ou moins précis dans ce qu'on vous propose de faire. Et ça, il faut bien le lire, ce contexte. Il ne faut pas passer à côté de quelque chose, il ne faut pas se tromper de domaine, voilà, il faut faire attention. Là, on vous donne d'ailleurs l'attendu de fin de cycle. Il faut être très, très rigoureux dans votre lecture du sujet. Et ensuite, donc, dans les documents qu'on vous propose, là, c'est des exemples, étant donné que là, on est dans le domaine du langage. Là, le document qui est proposé, c'est un document Eduscol. Donc, Eduscol, c'est le site de référence des enseignants et du ministère de l'Éducation nationale pour les parents et pour les enseignants. Sachez-le, vous avez un nombre infini de documents à votre disposition. Et là, c'est un fameux guide vert de l'école maternelle dans lequel on vous explique comment enseigner les débuts de la lecture et de l'écriture en maternelle. Et donc, dans ce document, on vous donne des exemples d'activités à réaliser à partir des syllabes orales. Donc, évidemment, vous avez des exemples, vous avez des jeux. Donc, n'allez pas inventer quelque chose de complètement différent. Vous avez là déjà dans ce document-là de nombreuses pistes. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut bien, bien lire ce sujet-là pour l'avoir en tête, pour pouvoir ensuite souligner, mettre du fluo dans les documents qu'on vous donne voilà, pour créer votre séance. Vous avez là encore un autre document qui est issu du même guide vert où on vous parle des modalités d'apprentissage, parce que donc là, ce sujet est en lien avec l'école maternelle. Et on vous rappelle qu'à l'école maternelle, il y a plusieurs modalités d'apprentissage. Donc, ça serait une erreur de ne pas en parler. Ça veut dire que
au début de votre présentation, vous expliquez que votre séance va s'inscrire dans la modalité apprendre en jouant, par exemple, puisqu'il y a apprendre en jouant d'ailleurs qui n'apparaît pas là sur cette slide, parce que vous allez proposer un jeu. Ou alors apprendre en résolvant des problèmes parce que vous proposez une situation problème aux élèves. Le document 3, on vous donne encore des indications, toujours issues du même document. Alors là, c'est moi qui l'ai créé, hein, le sujet, mais c'est vrai que là, c'est un peu rare qu'on vous donne, c'est pas possible qu'on vous donne des documents issus d'un même document, mais c'était pour vous donner le genre de choses qu'on peut vous donner. On peut vous donner également des textes, des extraits de livres qui ont été écrits par des didacticiens en lien avec eh bien, le domaine dans lequel qui vous sont proposés. Par exemple, si vous avez une séance de vocabulaire, vous pouvez avoir un texte de Micheline Cellier, par exemple. Voilà, vous pouvez avoir sur la lecture un document de Roland Guagou ou de Ouzoulias. Voilà, c'est des chercheurs qui ont. Voilà, vous pouvez avoir ce type de document sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Vous avez quand même, en général, vraiment dans les documents qu'on vous donne, vous avez vraiment beaucoup de pistes. Vous avez assez de pistes pour construire une séance. Alors là, du coup, je voulais juste vous donner un exemple de situation de classe qu'on aurait pu utiliser pour répondre à cette question. Vous voyez, là, c'est des jeux qui vont permettre aux élèves par rapport à des étiquettes mots, de compter le nombre de syllabes dans un mot. Alors, les attendus de cette épreuve, ce que vous devez apprendre à réaliser. Déjà, donc, ce fameux travail préparatoire dont je vous parlais à l'instant, qui est très, très, très important. Et vous devez donc concevoir une leçon, une séance d'apprentissage. Il faut que ça soit adapté à l'âge des élèves. Donc, ça, c'est important également. Nous, dans nos cours, on a une vidéo, notamment, par exemple, pour la maternelle, sur ce qu'on attend d'un élève de la petite section à la grande section. Comment se passe la notation? Je lis une question qu'on me pose. Comment se passe la notation de l'oral? Faut-il avoir une moyenne générale de 10 ou 10 et 10 à chaque épreuve? Bonne question. Je pense qu'il faut avoir la moyenne aux deux. Mais j'ai un doute. J'ai un gros, gros doute. Je ne me souviens plus par rapport à l'année dernière. Mais en tout cas, il faut les coefficients 4. Donc, vous voyez, ces coefficients peut-être 2 pour le français et 2 pour les mathématiques. J'ai un gros doute et je ne veux pas vous dire de bêtises. Peut-être que Mélina va pouvoir trouver l'information. Je suis désolée. Ensuite, vous devez donc, les petits plus que je vous invite à acquérir, c'est de montrer vos connaissances. Ça veut dire que vous vous appuyez sur le texte, mais si vous connaissez d'autres chercheurs, n'hésitez pas à les nommer. Moi, on forme nos candidats chez Vocation CRPE à toute une présentation de l'oral, et notamment, moi, j'invite toujours les candidats à faire une petite introduction, à ne pas commencer de but en blanc. Voici ma séance. Voilà, on peut par exemple citer les documents qu'on nous a fournis, en faire un bref résumé, alors pas un résumé pour faire un résumé, mais en extraire, dire au jury ce que vous en avez retenu et ce qui vous a permis ainsi sur les éléments sur lesquels vous vous êtes appuyé sur chacun des documents pour construire votre séance. Voilà, ça serait un résumé intéressant. Ce que vous avez retenu de ces documents-là. Peut-être en introduction ou en conclusion, parler d'un autre auteur pour ouvrir un autre élément que vous connaissez en lien avec ce type de séance. Vous pouvez également parler de l'actualité du système éducatif. Si vous savez, par exemple, alors c'est vrai qu'il faut être en veille de ce qui se passe. Dernièrement, par exemple, il y a eu une nouvelle, je ne sais jamais si c'est circulaire, décret, mais le 12 janvier, il y a eu un nouveau texte issu du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, dans cette circulaire, il me semble que c'est une circulaire, vous avez, c'est dans le BO, en tout cas, c'est un nouveau BO, voilà. Vous avez un certain nombre de directives, des grandes orientations, notamment, il y a un plan maternel qui voilà, a été
qui a été présenté dans ce BO. On insiste sur les apprentissages autour de la compréhension, des mathématiques. Voilà, c'est important de vous tenir au courant de ces éléments-là parce que vraiment, c'est un vrai plus. Si dans votre introduction ou dans votre conclusion, vous pouvez dire que dernièrement, il y a eu un texte le 12 janvier qui a réappuyé l'importance de l'enseignement du lexique à l'école maternelle, par exemple. Nos cours chez Vocation pour cette épreuve, alors on va aborder bien évidemment tous ces grands thèmes, hein, les grands thèmes dont je vous parlais, qui vont vous permettre de créer votre séance, parce que là, vous avez vu une séance de phonologie. Donc moi, par exemple, c'est moi qui fais les cours en lien avec toute l'école maternelle, en lien avec le langage. Donc, je fais 2 cours sur le langage oral et 2 cours sur le langage écrit. Parce que voilà, on n'enseigne pas n'importe comment tous ces éléments-là. On a des didacticiens, des chercheurs qui nous apprennent comment enseigner la production de l'écrit, la lecture-compréhension, l'étude de la langue, le langage oral, l'encodage, le décodage, la conscience phonologique. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec la lecture. Donc tout ça, ça fait l'objet de cours en live et d'entraînement, bien sûr, sur les oraux. Il est important également de maîtriser les démarches didactiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut retrouver comme difficulté ou comme erreur dans ces différents champs dont je parlais juste avant, hein, en production d'écrit. Quelles sont les difficultés récurrentes des élèves en lecture-compréhension? Qu'est-ce qui va poser des difficultés? Pourquoi il est important, absolument essentiel, de connaître les difficultés dans chacun de ces éléments-là? C'est parce qu'il faut, quand on conçoit une séance, envisager les difficultés. Si vous ne l'avez pas fait en amont, vous allez vous trouver à dépourvu devant le jury parce qu'il y a de fortes chances qu'on vous demande, à votre avis, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les élèves durant votre séance, qu'est-ce qui va leur poser problème. Donc, il faut y avoir pensé à l'avance. Vous pouvez tout à fait également dans votre séance proposer justement des pistes de différenciation en disant voilà, durant ma séance, j'ai anticipé qu'il pouvait y avoir tel et tel élément qui pose des difficultés à certains élèves. Je vais donc proposer pour ceux qui en auraient besoin tel étayage, telle aide, tel support différent. Attention, gardez-en un peu sous le coude parce que sinon, le jury voilà, va vous emmener encore plus loin. C'est intéressant d'avoir plusieurs idées de différenciation, mais de ne pas toutes les dire durant votre présentation de votre leçon pour pouvoir en parler. C'est sûr que vous allez pouvoir en parler par la suite durant l'échange avec le jury. Il faut également savoir que les traces écrites et l'institutionnalisation sont absolument fondamentales. Et ça, vous voyez, l'année dernière, quand j'ai accompagné les candidats chez Vocation CRPE, je me suis rendu compte que ce n'était pas encore assez appuyé. Donc ça, je le dis vraiment, c'est important. On ne fait pas de début de séance ou de fin de séance sans avoir eu un support écrit, une trace du travail des élèves dans des séances précédentes pour lancer une activité. On ne dit pas, par exemple, si on doit citer une consigne dans sa présentation de la leçon, voilà, vous vous souvenez, hier, nous avons fait une première séance durant laquelle nous avons, sans avoir une photo, un exemple, une trace de cette fameuse séance dont je parle. Les critères de réussite, les supports utilisés. Vous voyez tout ce vocabulaire-là, si vous êtes aujourd'hui pour la première fois dans une vidéo en lien avec la préparation au concours du CRPE, c'est sûr, vous allez vous dire oh, mais de quoi elle parle? Étayage, support, critères de réussite, prérequis. Mais toutes ces choses-là, ça s'apprend, pas d'inquiétude, ça s'apprend. Vous voyez, quand je parle des modalités, des démarches pédagogiques, il faut également être capable de savoir comment je vais regrouper mes élèves pendant ma séance. Est-ce que je vais les mettre en collectif, en petits groupes, à 2 pour faire telle ou telle activité que je propose durant ma séance d'apprentissage et pas comme ça au hasard. Pourquoi je vais les faire travailler à 4? Pourquoi je vais prendre ma demi-classe? Voilà, et pensez bien, il y a d'autres façons de construire cette séance-là. Ne perdez pas pied si on vous interroge, parce que il y a plusieurs façons de faire une séance. La gestion du temps doit être anticipée. Quand on présente sa séance, on détaille le temps. Mon lancement, ma première étape va durer tant de temps, etc.
Et il faut savoir que les durées des séances, des leçons, doivent diffèrent en fonction de l'âge des élèves, bien évidemment. La posture, votre rôle, il faut l'anticiper à chacune des étapes. Quel va être mon rôle? Qu'est-ce que je fais au moment où je propose cette étape-là aux élèves? Quel est mon rôle? Est-ce que je laisse faire? Est-ce que j'aide? Comment? Etc. La place des élèves, pensez bien à, voilà, à anticiper que les élèves, à un moment, il faut leur permettre d'avoir des interactions entre eux. Il ne faut pas que ce soit que dans le sens élève-enseignant, hein. Les élèves ont des choses à se dire et c'est très important pour la construction de l'apprentissage de les mettre en relation. Et pourquoi pas anticiper la place du numérique. Je dis souvent que c'est un plus d'être capable de proposer, par exemple, en fin de séance, un petit quiz sur des tablettes. Vous pourriez tout à fait anticiper et dire hypothétiquement qu'il y a des tablettes dans la classe ou alors d'utiliser un tableau numérique. Voilà, ça ne vous interdisez rien, sachez-le, on peut tout à fait créer une séance idéale dans un monde un peu idéal. Ça montre que vous êtes au courant. Voilà, un élément, ça c'est un document que je donne, que j'ai déjà donné dans mes cours gratuits que j'ai créé, voilà, à partir d'une séance type. Alors il y a plusieurs façons, hein, d'appeler les étapes. La présentation de la séance, ça c'est la première étape. Ensuite, il y a une phase de recherche, d'exploration, d'évolution, hein. Il y a plusieurs termes, encore une fois. Donc vous voyez, hein, dans ce document, j'indique la place de l'enseignant, des exemples, la mise en commun, hein, qui est un moment intermédiaire après la recherche. Ensuite, une petite synthèse, une phase de réinvestissement parce qu'on a cherché, on a discuté, on vient de dire ce qui s'était passé pendant la phase de recherche. Donc maintenant, je donne à mes élèves une autre activité ou une activité similaire pour qu'ils s'entraînent pour atteindre mon objectif d'apprentissage. Et enfin, la dernière phase qui est la phase de synthèse où on dit aussi d'institutionnalisation. Alors, vos supports essentiels, évidemment, c'est EduSchool, hein, pour travailler cette partie du CRPE, bien évidemment. Notre formation chez Vocation CRPE, on vous fait des apports didactiques et pédagogiques. Donc, tous les éléments que je vous ai présentés, eh bien, on les apporte à nos candidats, bien évidemment. On les entraîne en cours. Voilà, là, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. On vous donne des conseils de révision et on vous fait euh, un entraînement à l'épreuve orale. Alors, nos candidats de l'année dernière, voilà, c'est des extraits que je me suis amusée à prendre sur le site de Vocation CRPE. Ce qui souligne vraiment, c'est le soutien. On apporte beaucoup de soutien à nos candidats. Voilà, on essaye vraiment d'être au plus proche d'eux. On se parle entre professeurs, on a des groupes WhatsApp, nous aussi, on échange par mail. Voilà, quand on sent des choses, quand le groupe parfois éprouve des difficultés, ben, on en discute et puis on essaye vraiment de nous adapter pour être au plus près d'eux. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je vais avancer, hein, sinon. Alors, si j'ai une question. Oh, tout est clair, merci Sarah. Quelques conseils, les derniers conseils pour la route. Alors là, c'est donc du pratico-pratique. Je vais peut-être me redire, je vais peut-être me répéter par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mais au moins, voilà, ça condense un petit peu tous ces éléments-là. Et du SCOL, vraiment, connaissance des programmes, se faire des fiches de vocabulaire spécifiques. Tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, les modalités, les étayages, les critères de réussite. Il faut avoir des petites fiches. Voilà, j'ai dernièrement, je crois que c'était mon dernier cours Zoom gratuit. J'avais travaillé sur des conseils de révision, sur la motivation, je ne sais plus. Mais voilà, il y a des façons de faire des fiches et je vous invite à faire attention à ne pas faire simplement des fiches en prenant un livre ou en regardant un de nos cours et en réécrivant comme ça. Il est vraiment préconisé de tout fermer, de prendre une feuille blanche et de faire sa fiche, soit sous forme de carte mentale ou alors sous la forme que vous
voulez, mais en tout cas de ne pas réécrire ce que vous voyez, par exemple, sur un support. Il faut vraiment dire tout ce qui me reste à l'esprit dans ce que je viens de lire, il faut tout fermer et faire la fiche. Et ensuite, on rouvre, on regarde à nouveau la vidéo et on rajoute ce qu'on a oublié. Il faut avoir une bonne connaissance des cycles. C'est intéressant pour l'oral également de bien connaître le développement de l'enfant, les usages du numérique, les bons usages du numérique, les grandes notions liées à la pédagogie. Il y a différents types de pédagogie hein, chez Vocation CAPE. On a des cours dédiés à ça, c'est-à-dire, voilà, il y a différentes façons de faire classe. On peut être parfois quelque chose qui est plus en lien avec la transmission, dans quelque chose de très transmissif. Et puis parfois, et puis un peu plus souvent, on fait travailler les élèves en groupe, on les fait collaborer. Mais c'est pas pour rien que par moment, on peut faire du transmissif, c'est parce que c'est nécessaire à un moment dans sa séance. Mais il faut savoir ces différentes postures que vous pouvez adopter. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais votre séance d'apprentissage, la fameuse leçon que vous devez présenter, elle appartient à une séquence. Hein. Tout à l'heure, dans l'exemple que je vous donnais, vous deviez construire la séance 2. Ça veut dire qu'il y avait une séance 1 avant. Et en général, il y a 5 séances, 5-6 séances maximum dans une séquence d'apprentissage. Et donc, cette séance, elle vise un objectif, la séance, la leçon que vous devez créer pour le jour J. Et cet objectif, c'est assez difficile de le construire, donc ça, voilà, il faut s'entraîner. Et elle contribue à atteindre un objectif de fin de séquence. Donc ça, il faut l'avoir préparé, il faut l'avoir en tête, il faut avoir une vision un peu globale de la séquence, même si on ne vous demande que de construire une séance. Je vous invite pour la partie écrite, à vous entraîner en respectant le temps imparti, et d'ailleurs même pour la partie orale, au maximum. Vraiment, peut-être une fois au départ, le faire sur le long terme, sur le temps dont vous avez besoin. Si vous avez besoin, par exemple, pour la partie écrite du français, donc je vous disais que c'est sur 3 heures. Si vous avez besoin de 4 heures, 5 heures au départ, OK. Notez où vous en êtes, mais après, essayez vraiment de vous tenir au temps imparti auquel vous allez être confronté au concours. Par exemple, dans la construction d'une séance, quand vous vous entraînez sur les annales. Moi, je dis souvent là aux candidats on va bientôt préparer là, les oraux, vraiment utilisez ce temps à bon escient, cette préparation qu'on vous offre. Entraînez-vous, on vous donne 2 heures pour préparer la leçon, donc 1 heure pour le français, 1 heure pour les mathématiques. N'allez pas au-delà. Il faut essayer vraiment de garder votre entraînement sera plus efficace. Alors, on me demande, quel serait un oral raté selon vous, selon un jury? Un manque de précision ou de connaissance ou du stress légitime en bafouillant ou en étant mal à l'aise pour parler devant le jury, s'il vous plaît? Euh, on excuse complètement le stress. D'ailleurs, voilà, on s'en rend compte du stress et ça peut nous arriver de dire, bah, allez, reprenez vos esprits. Quand un candidat, par exemple, n'arrive pas à répondre à une question, moi, je dis toujours, vous pouvez demander tout à fait, est-ce que vous pourriez repréciser, j'ai pas bien compris. Et puis nous, on essaye voilà, on veut pas vous écraser. Par contre, oui, le manque de connaissances va clairement jouer en votre défaveur. Ça, c'est clair, il faut réviser. Mais par contre, votre aisance, ça sera un plus, évidemment. Si vous êtes à l'aise à l'oral, c'est toujours un plus. Mais si vous êtes intimidé, etc., moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, ça, on excuse parce qu'on sait que c'est un coup. Alors, je relis encore les questions. Je regarde un petit peu. Voilà, non, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour et un autre endroit. L'épreuve orale dure 3 heures, 2 heures de préparation, 15 minutes. Oui, oui, ça c'est ça. Il me manque. Ben non, en fait, c'est 2 heures de préparation et 1 heure d'oral, Élodie. 1 heure d'oral devant le jury. Est-ce que c'est bon? 2 heures où on se prépare et ensuite 1 heure devant le jury. 30 minutes pour le français, 30 minutes pour les mathématiques. Du coup, ça fait bien 3 heures, si je compte bien. Est-ce que j'ai autre chose? Voilà, je vous conseille vraiment d'alterner vos matières, de vous faire par contre un emploi du temps. J'ai fait une vidéo là-dessus hein, sur
sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la regarder sur des conseils d'organisation de vos révisions. Alors, j'ai encore une question, je regarde. Je vous en prie pour la réponse. De rien. Voilà. Et de vous y tenir au maximum, mais de garder quand même des plages où il y a un peu de détente. Si vous vous y prenez un peu, si vous avez voilà, révisé tardivement, c'est possible, hein. J'en ai vu vraiment des candidats qui réussissaient le CRPE en ayant révisé tardivement. Il suffit voilà, d'être focus. C'est sûr que quand je vous dis là de prendre un peu de repos, d'alterner, etc., peut-être que si vous y êtes pris un peu dernièrement, bah, là, il va falloir mettre un coup d'accélération et avoir un peu moins de détente, ça c'est sûr. Mais en même temps, quand on a un beau projet comme celui d'être professeur des écoles, bah, il faut se donner les moyens de l'atteindre. C'est un beau métier, quoi qu'on en dise, euh, et c'est un métier qui a du sens. Euh, Chez Vocation CAPE, on a eu vraiment d'excellents résultats l'année dernière, ce qui prouve que être épaulé dans notre préparation, bah, c'est vrai que ça aide énormément. Bah, si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la parole à Mélina qui va pouvoir voilà, vous expliquer justement ce qu'on vous propose. Oui, enfin, je vais compléter ce que tu as déjà un petit peu amorcé. En fait, Cassandre, merci beaucoup pour ce cours. C'était vraiment très intéressant comme d'habitude. Du coup, là, ce soir, nous avons des personnes qui passent le CERP en 2023 et en 2024. Je vous fais une présentation un petit peu générale en sachant que, bien sûr, la préparation 2024 est plus complète parce que vous avez plus de temps que ce qu'on peut proposer actuellement pour 2023, où on propose d'ailleurs des offres à la carte 100% concours blanc, préparation aux oraux uniquement, ou même du 100% replay en fonction de votre profil. Donc là, il faut vraiment voir en fonction de d'où vous partez pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour 2023. Après, pour 2024, nous vous proposons donc des remises à niveau vraiment complètes du programme de collège, 6e, 5e, 4e, 3e, que vous devez maîtriser comme socle commun. Comme l'a mentionné également Cassandre, vous avez beaucoup de concours blancs sur la préparation 2024. Vous avez 4 concours blancs par matière. C'est l'avantage de commencer tôt. Vous avez beaucoup de temps pour vous entraîner. Et bien sûr, plus vous réalisez d'entraînement blanc, mieux vous arrivez préparé au concours. Donc, c'est vraiment un exercice auquel il faudra se prêter. Si je peux juste rajouter Oui, pour les bien sûr. sessions d'oro blanc, euh, Oui, sachez-le, en fait, cette année, enfin, depuis l'année dernière, et c'était vraiment très très intéressant. On met les candidats par groupe en fait sur toute une plage, toute une matinée ou une après-midi, et ce qui vous permet en fait d'entendre d'autres présentations sur il y a différents sujets que vous devez préparer, vous devez en préparer plusieurs, et ensuite on vous interroge sur un sujet, et c'est vraiment très intéressant parce qu'on a le retour des autres candidats qui peuvent apporter des commentaires à la fin, hein, une fois qu'on a fait l'interrogation comme au jour J. Donc ce travail collectif est vraiment très très intéressant. en sachant que ça permet aussi, vous, de vous mettre dans la peau d'un jury pour analyser les prestations de vos camarades et du coup, ça vous permet d'intérioriser les critères et de bien avoir les attendus en tête pour le jour J. Donc, c'est vraiment la mise en place effectivement d'un travail interpair qui se fait vos travails sur les oraux. Euh, en Marie termes demande de est-ce qu'on propose des révisions que sur les oraux? Alors je crois que oui, là c'est écrit hein, sur la slide. alors non, on vous propose. Alors, à définir ce que vous entendez par révision Marie. Euh, les préparations complètes couvrent vraiment l'intégralité du programme. Donc pour 2023, étant donné que le concours approche bientôt, on vous propose de segmenter votre préparation en fonction de là où vous en êtes dans vos révisions. Mais pour 2024, on vous propose vraiment des préparations complètes qui vous préparent aussi bien aux écrits qu'aux oraux. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, n'hésitez pas à préciser si ce n'est pas le cas. Euh, pour les personnes qui n'auraient pas déjà un pied sur le terrain, ce qui est tout à fait normal quand on est en reconversion professionnelle, sachez qu'on vous propose des conventions de stage qui vont jusqu'à 6 semaines et qui vous permettent de faire des stages d'observation qu'on pourra vous aider à valoriser le jour de l'oral, également lors du petit entretien de motivation qui fait partie de la deuxième épreuve orale. Et c'est vrai que Cassandre, tu as insisté là-dessus, mais c'est notre plus gros point fort, je dirais peut-être, c'est qu'on vous propose un accompagnement individualisé.
Donc, en fait, vous faites un bilan dès votre inscription via des tests de positionnement qui nous permettent de savoir où vous en êtes. Et après, on surveille régulièrement pendant l'année que vous progressez bien et on vous accompagne bien sûr sur tout ce qui est méthodologie, organisation et même motivation parce que c'est un concours qui est exigeant. Du coup, les petits coups de mou peuvent arriver. On est là également pour vous épauler dans ces cas-là. Des formateurs de terrain, effectivement. Pourquoi choisir vocation CRPE? Parce que vous aurez des gens comme Cassandre qui sont tous à la fois sur le terrain. Ça peut être en tant que conseiller, en tant que directeur ou directrice d'école, et surtout tous membres du jury du concours, donc sur différentes académies. Donc, c'est vraiment les personnes les mieux placées pour vous préparer. En termes de contenu, Cassandre, tu en parlerais mieux que moi, mais c'est impossible de se présenter au concours sans avoir eu des cours de didactique. La didactique, c'est extrêmement dur à travailler seul. Et si on n'a pas le point de vue d'un professionnel, tout simplement, ça ne s'invente pas. Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouverez dans le cadre de la préparation, un fort accent mis sur la didactique. Après, c'est vrai Tout que à chez fait. Vocation CRPE, on vous propose d'être en petite promotion. On limite vraiment le nombre d'élèves qu'on accepte tous les ans pour pouvoir vous proposer cet accompagnement personnel et individualisé qu'on évoquait. Parce que pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle, mais aussi pour des personnes qui peuvent être en master, l'important, c'est de pouvoir partir de vos besoins et du coup, ça ne peut se faire que de manière individuelle. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de vous aider à planifier votre travail et aussi un accompagnement de proximité qui vous permettra de partir de votre profil pour arriver vers le meilleur, c'est-à-dire l'obtention du concours du premier coup. En sachant que la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on vous propose également l'accompagnement post-admission qui vous permet de préparer votre classe après l'obtention du concours, où en fait, quand vous allez être professeur stagiaire, on ne va pas vous laisser seul dans la nature et on va continuer à vous accompagner. Je crois que Cassandre t'intervient sur le coaching post-admission, si tu veux en dire un petit Oui, mot. oui, oui, tout à fait. J'ai fait toute une matinée avec les personnes qui avaient réussi le concours et qui s'étaient inscrites chez Vocation, puisque ça fait partie du package. Et moi, je suis intervenue toute matinée avec elles sur le cycle 1, vraiment sur leurs séances d'apprentissage, leurs classes. Là, en gros, quand on devient professeur des écoles, on est accompagnés sur le terrain par des conseillers pédagogiques ou des maîtres formateurs qui viennent dans vos classes pour, en gros, vous évaluer. Donc là, c'est vrai que nous, du coup, on continue à vous aider pour construire voilà, pour répondre à toutes vos questions. Alors là, pour le coup, c'est pratico-pratique de la classe. Le concours est derrière nous et c'est juste pour vous aider sur le terrain. Et Marie a réinsisté hein, sur la préparation uniquement aux oraux puisqu'elle le passe cette année. Donc, je vous invite, Marie, à téléphoner hein, au numéro Bien sûr. qui est Oui, tout à affiché. fait. Marie, vous pouvez effectivement, dans ce cas-là, nous contacter pour qu'on puisse discuter d'une formule spécialement pour les oraux, qui représente 2 tiers des coefficients et ça vaut le coup, pour le coup, de commencer à préparer maintenant. Ces épreuves. Donc, tout à fait, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remettrai un lien dans le chat pour que vous puissiez prendre un rendez-vous ou alors, sinon, vous avez bien sûr le numéro qui s'affiche juste en bas de la slide. Et vous pouvez également nous écrire un mail si vous le souhaitez. Mais tout à fait, on peut vous accompagner spécifiquement sur les oraux si vous passez le CRPE en 2023. Et j'en profite pour répondre à la question de Charity. Est-ce que si on rate le concours, on est autorisé à le retenter, à le repasser? Oui, Oui, tout à oui, fait. Autant de heureusement. fois que vous voulez. Après, le but, on est là pour vous aider à ce que vous l'ayez du premier coup, bien sûr, mais vous pouvez, si jamais ça ne passe pas du premier coup, le repasser, bien sûr. En termes de financement, alors beaucoup de chiffres sur cette slide parce que voilà, on continue actuellement à proposer donc, des préparations CRPE 2023 et on va bientôt arrêter. C'est également pour ça qu'on fait une promotion donc, de 400 € sur le CRPE 2023 sur les formules complètes. Donc pour les personnes qui voudraient mettre un gros coup d'accélérateur et qui ont quand même un minimum de temps de disponible dans les mois qui arrivent, vous pouvez opter pour une formule complète. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter assez rapidement. Et après, bien sûr, pour les personnes qui ont bien anticipé et qui souhaitent s'inscrire maintenant pour 2024, vous avez aussi une très grosse promotion jusqu'au 31 janvier de 600 € pour le coup, c'est l'inverse, vous incitez à vous inscrire vraiment tôt pour pouvoir profiter pleinement de vos révisions et passer une année et demie de préparation qui soit vraiment sereine et qui vous permette d'obtenir de beaux résultats à la fin. Ah, il y a quelqu'un tout à l'heure qui nous a dit je ne sais pas si c'était une faute de frappe, mais qui s'inscrivait pour 2026. Et Oui, je crois même qu'on fait des préparations en 2 ans, là, pour vraiment tout prendre à tout le fait. temps. Exactement. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont des emplois du temps
très chargé, en sachant qu'en 1 an et demi, ça reste un très bon timing pour commencer à préparer. Mais effectivement, là, 2026, ça va être un peu tôt pour le coup. Vous risquez de vous ennuyer au bout du compte. Mais voilà, les préparations s'échelonnent effectivement dans le temps en fonction de vos besoins. Euh, En sachant que pour revenir au financement à proprement parler, pour les personnes qui auraient du CPF, vous avez une partie de la préparation qui est finançable à hauteur de 1 240 € pour 2023 et jusqu'à 1 500 € pour 2024, pardon, ça y est, je m'en mêle dans les années, pour 2024. Et dans les deux cas, il y aura toujours une partie en autofinancement. Et pour les personnes qui n'auraient pas de CPF, bien sûr, vous profitez des mêmes promotions sur les préparations en autofinancement. Et dans les deux cas, pour les parties en autofinancement, vous pouvez bien sûr échelonner votre paiement en plusieurs mensualités. Et pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de payer l'intégralité de la partie en autofinancement, nous avons le programme Égalité des chances, où à partir d'un petit dossier où on vous pose des questions sur votre situation financière, nous avons un barème qui nous permet de vous accorder une réduction en fonction de votre situation pour vous permettre de vous inscrire sans vous mettre en difficulté financière et du coup de préparer le concours dans les meilleures conditions possibles sans sélection sur votre porte-monnaie en fait. Euh, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Charity, du coup, vous pouvez utiliser votre CPF, tout à fait. Euh, c'est tout à fait possible pour la partie de la préparation qui porte sur le français via notre partenariat avec la certification en langue française du Petit Robert. Mais tout à fait. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. On va peut-être attendre une toute petite minute pour voir si vous nous posez encore des questions dans le chat pour que ce soit sur le financement ou sur le contenu de la préparation. En sachant que je vous remets quand même le lien si vous souhaitez prendre un rendez-vous à un moment qui vous arrange, vous pouvez cliquer sur ce lien. Ça vous permettra de bloquer un créneau dans mon agenda. Et du coup, je vous rappellerai au moment que vous avez sélectionné pour qu'on puisse échanger sur votre situation, que je puisse répondre à toutes vos questions sur votre situation personnelle, vous donner les premiers conseils de base de la préparation en plus de ce qu'on vient de dire aujourd'hui et vous chercher avec vous la solution de financement la plus adaptée en sachant qu'une partie de la préparation est finançable par le CPF, mais qu'il y a aussi d'autres modes de financement qui existent, que ce soit par Pôle emploi ou par la région, par exemple. Même si ce n'est pas des financements qui sont automatiques, c'est des pistes qui valent le coup d'être creusées. Je pense qu'on n'a pas de nouvelles questions. Du coup, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous et bon courage pour ceux qui le préparent là et puis même pour l'année prochaine. Et puis au plaisir de vous retrouver sur un cours gratuit ou bien un soir. Là, j'ai encore un cours pour la maternelle, je crois, au mois de mars pour les candidats qui sont inscrits chez Vocation CRPE. Au revoir. Merci Au Cassandre, revoir, bonne merci à toutes et à soirée. tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.